Bonjour Caroline, comment vas-tu? Ça va et toi? Oui, magnifique, magnifique. Il fait beau aujourd'hui, donc ça va. Bah, chez moi, il fait déjà nuit. C'est la vie de quelqu'un qui vit en rez-de-chaussée. Mais bon, je suis Grave. ravie d'être ici. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Avec grand plaisir. Donc aujourd'hui, je suis accompagné de Caroline Mignot, donc fondatrice de trois entreprises. Enfin, plus ou moins une troisième, c'est un side project, on va dire. Donc, Job School, Richmaker et From Paris to New York, qui est un side project. Et tu as toujours travaillé dans le monde du marketing. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui à découvrir, c'est cette notion du co-marketing que tu développes de plus en plus. J'ai vu quelques brouillons par rapport à un livre, mais qui n'est pas sorti ou qui n'a pas abouti. On va parler de tout ça. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de parler de ces éléments-là, peut-être du marketing, de tes expériences en tant qu'entrepreneur, mais aussi en tant que fondateur. Donc, cette phase de démarrage et de New York City. Déjà en premier lieu, Caroline, bienvenue dans le show. Merci beaucoup. Tu t'étais pas trompé, Henri. En fait, j'ai bien trois boîtes puisque je fais aussi du consulting. Donc, du coup, Ouais, et un side project qui est From Paris to New York dont on aura l'occasion de parler. ça marche, c'est top. Donc, première question pour directement entrer dans le jeu. Comment tu aimes qu'on te présente aujourd'hui? Alors, comment j'aime qu'on me présente? Ce qu'on dit en général de moi, et ça me va parfaitement, c'est que je suis une grande curieuse et je suis une touche à tout. Alors, j'ai Ok. souvent entendu, touche à tout, touche à rien, mais moi, le terme touche à tout, il me plaît beaucoup. Je trouve qu'il me correspond et en fait, je me dis toujours que ce qu'on peut pas me reprocher, c'est que je teste beaucoup de choses et j'ai toujours l'énergie d'aller chercher, un petit peu plus que, Ouais. ce qu'on me demande ou ce que j'ai en tête et du coup, voilà, j'essaye beaucoup. Déjà, on a énormément de choses en commun avec la première phrase, donc Ah ça commence bien. super! Du coup, parle-moi un peu de ton parcours, comment t'es arrivé ici? Alors comment je suis arrivée ici? Bah, j'ai commencé ici. Moi j'ai commencé, du coup j'ai grandi dans le 93, aux Lilas et j'ai toujours été un peu Oui. littéraire, un peu une artiste dans l'âme et si tu veux de base je rêvais d'être prof de français. Moi j'ai toujours eu un truc avec l'éducation, j'adore ça, on aura l'occasion d'en reparler et en fait, je suis arrivée à la fac et c'était, au moment des grandes grèves de la masterisation du CAPES. Du coup, bah, je me suis dit: «Qu'est-ce que je fais?» Et j'avais pas de cours, en fait, pendant presque un an. Donc j'ai monté le BDE de la Sorbonne Nouvelle, qui était mon université et en fait, mon père était journaliste et je me suis rendu compte que j'avais un truc avec les médias, que j'adorais ça, que j'adorais le management. Donc j'ai monté ce BDE. Rapidement, je manageais le staff, d'une vingtaine de Ah, personnes. Donc tu vois, à l'époque, j'avais, 18 ans et en fait, ce truc-là m'a tout de suite, ambiancée à fond, quoi. Je me suis dit: «J'adore ça, j'adore l'énergie du groupe, ouais, j'adore proposer des idées, j'adore les mettre en place». En fait, j'ai toujours été quelqu'un de très opérationnel et du coup, tu vois, pour une marketeuse, moi, j'ai pas un parcours type parce que, la stratégie, moi, je l'ai apprise que sur le terrain en mettant les mains dans le cambouis et du coup, voilà, je pense que j'avais déjà un profil, un petit peu différent, très terrain et très opérationnel. J'ai toujours été les jambes, plus que la tête. Et c'est très bien. c'est ça qui m'a développé au niveau cérébral, c'était, bah, toutes mes expériences sur le terrain. Ok. Et du coup, ensuite de ça, tu t'es dit, bah, je veux m'orienter vers le marketing et t'as fait des études aussi Ouais, dans ce sujet. exactement. Henri, je te passe. J'ai fait plein de choses, j'ai fait plein d'études différentes. Ok. Heureusement que j'avais un an d'avance, donc du coup, ça m'a pas fait de trou, mais je me suis un peu cherchée. J'ai fait donc une fac de lettres, j'ai fait une école de commerce en alternance, j'ai fait une école de com dans les médias, et puis j'ai fini mon cursus au CELSA, qui est une école un peu hybride. En fait, c'est l'école de la Sorbonne, et du coup, j'ai fait à la fois du très académique, donc sociologie, anthropologie, tout l'univers de la sémio, en fait, vraiment Ok. penser la marque, et un côté très opérationnel, puisqu'on était aussi formé au marketing, même si un peu moins. Et suite à ça, j'étais ultra mauvaise en anglais. Et du coup, je me suis poussée à partir à l'étranger alors que j'avais une vie, plutôt bien rangée, j'habitais avec, mon copain qui était beaucoup plus âgé, qui avait, 30 ans, j'en avais 20. On habitait ensemble, vie toute tracée, il était en CDI, moi j'avais pas du tout envie de partir et puis je me suis mis un petit coup de fouet pour apprendre l'anglais et je suis partie à New York où, de base, c'était un CDD de 6 mois qui faisait office de Ouais. stage de fin d'études et je suis Ok. restée 8 ans. Wow. Ouais, je suis pratiquement jamais rentrée
Et en fait, j'ai fait du marketing, Mmh. finalement, plutôt axé digital. Et en fait, j'ai très rapidement, par mes expériences, fait du growth marketing. Tout Ouais. simplement parce qu'en général, les circonstances faisaient que j'arrivais dans des boîtes françaises qui se lançaient à New York, qui n'avaient pas beaucoup d'argent. Et du Mmh. coup, l'idée, c'était, bah, s'adapter au maximum au marché. Et j'ai aussi, tout de suite eu un bon portefeuille, du coup, un gros réseau, de par les expériences que j'ai accumulées là-bas. Et du OK. coup, j'ai fait énormément de partenariats et ça marchait très bien. OK. Si je reprends, quand tu dis, que tu as fait plein d'études dans plein de sujets différents et que tu me Mmh. passes, tous les détails, pour quelle raison? Est-ce que c'est parce que tu savais pas quelle voie tu vas prendre? Parce que j'en sais rien, enfin, i les gens font des études, de nos jours, pour plein de raisons. C'était quoi ta raison? Et surtout que tu as sauté d'un truc à l'autre, quoi. Bah, alors je te raconte, j'ai commencé par la fac. À la fac, 1 an de grève, je monte le BDE, ça se passe super bien. Et là, Mmh. je me dis: «Bah, en fait, j'ai envie de faire de la com, ça me plaît beaucoup». Et du coup, bah, j'arrive en école de com. Et en école de com, j'ai été un petit peu déçue par le niveau académique. Et je me suis dit: «En fait, j'apprends pas grand-chose». Moi, je suis une grande lectrice, j'avais déjà beaucoup Ouais. lu. Et OK. j'avais déjà fait pas mal de terrain avec, mes expériences au BDE. Et du coup, j'ai été un peu frustrée, donc je me suis dit: «Je vais faire de l'alternance». Waouh, Donc là, OK. j'ai fait une école de commerce en alternance. Et en fait, j'ai adoré mes expériences sur le terrain, mais encore une fois, le niveau académique m'a déçue. Et je me rendais compte que mes semaines en école, j'apprenais pas grand-chose. Et du coup, Mmh. je me suis dit: «Bah, je vais refaire une école». Et je suis arrivée du coup au CELSA en parcours classique. Et là, j'étais OK. super contente parce que c'est une école, déjà, qui laisse beaucoup de place à ta personnalité. Donc c'est des OK. profs qui sont vraiment, qui composent avec leur audience, ce qui était pas trop le cas dans les écoles privées. Et Ouais. aussi, ce qui m'a plu, c'est la diversité des profils, puisque c'est une école sur concours. Et du coup, en fait, c'est une dissertation. Et il y avait Ouais. des gens qui venaient de partout. C'était ultra OK. méritocrate finalement, tu vois? Tu Waouh. avais des gens qui avaient fait de la philo, des gens qui avaient fait de la sémio, des gens qui avaient fait une école de com. Ça a Mmh. brassé tout un tas d'univers différents et ça m'a aussi beaucoup appris. J'ai fait des très belles rencontres là-bas. OK. Pour quelqu'un qui a fait autant d'études, qu'est-ce que tu parles de comment tu juges le niveau éducation par rapport à ton activité professionnelle? Tu as fait 8 ans aux États-Unis, mais aussi tu as une carrière dans le marketing aujourd'hui et en tant qu'entrepreneur aussi. Est-ce que tu juges ou tu te dis aujourd'hui sans mes études, sans tout ce que j'ai pu faire à l'école aux écoles, apparemment Mmh. pour ton cas, j'aurais pu faire ce que je fais aujourd'hui ou pas du tout ou plutôt, oui bien sûr quoi? Alors j'ai pas fait tant d'études que ça. Au final, j'ai juste fait un master, j'ai fait 5 ans. C'est OK. juste que j'ai changé tous les ans. Mais Ouais. pour le coup, pour répondre à ta question, j'ai eu beaucoup de chance d'être aux États-Unis OK. parce que, comme j'avais 1 an d'avance et que j'ai pas fait de césure, tu sais, les parcours école de commerce, du coup, j'ai été Mmh. très tôt dans le monde du travail. En fait, mon OK. premier CDD, j'avais 21 ans. Et heu et Waouh. du coup, heu et du coup, tu vois, en France, quand j'ai voulu, avec 2-3 ans d'expérience, retourner en France, j'avais déjà des belles expériences aux US en poste, on m'a proposé des contrats pro. Alors je passais les Mmh. premiers, tu vois, par exemple chez Clarins, j'avais un super poste, en tête. Et puis j'ai passé 2 entretiens, ça s'est bien passé. Et quand l'équipe s'est rendu compte de mon âge, au 3e entretien, ils m'ont dit: «En fait, bah, si vous rentrez dans le groupe Clarins, ce sera pour un contrat pro parce que vous êtes trop jeune pour manager». Donc N'importe quoi. voilà, à 23 ans, enfin En en plus dessous de de la 25 ans différence en de fait. salaire quoi, j'imagine? Oui, mais ça, pour moi, ça n'a jamais été, en OK. fait, moi, ce que je vois dans un poste, c'est vraiment la valeur des expériences, de comment je vais les revendre sur le long terme. Donc à la rigueur, et moi, j'ai toujours été encore une fois une débrouillarde, donc quand j'avais pas des gros Très intéressant. salaires, je faisais du Ouais. consulting à côté, ça OK. me dérangeait pas, donc je trouvais des solutions, quoi. OK. Je passe pas à côté d'un coup de Ouais. cœur, en fait. Quand tu parles que ce que je regarde dans un poste, c'est comment tu vas le valoriser sur le long Ouais. terme. Parle-moi de ça. C'est un très Bah, bon conseil, je pense. typiquement, tu vois, il y a des postes qui m'ont quand j'étais à un moment digital, marketing manager d'une marque de mode pour hommes dans le luxe. J'étais très Mmh. bien payée, je faisais des supers horaires. Des supers horaires dans le sens, 9h-17h. J'avais aucune OK. pression, du coup, j'avais aucun challenge, mais je savais que c'était le genre de poste qui valait de l'or, très bon visa, situation confortable, et puis Un grand voilà, groupe et cetera, ouais.
Voilà, j'avais envie de lancer une marque. J'avais Hmm. déjà j'avais envie de lancer un produit et j'avais envie de faire plus. Moi, j'ai toujours eu envie dans mes postes de faire plus, pas pour gagner plus, parce qu'en fait, je me disais, je veux vraiment créer de la valeur et Ouais, je veux monter en compétence, quoi. Je veux devenir puissante. Ça, c'est un ok. truc qui m'a toujours plu, avoir de l'impact, tu vois. C'était ça mon truc. Et du coup, bah, j'ai divisé mon salaire par deux et j'ai lancé la marque Emma et Chloé aux US. Et ça a pas du tout en fait, ça a pas du tout, le salaire, ça m'a pas fait souffrir. Je me suis dit: «C'est incroyable comment je vais revendre cette expérience parce que je vais apprendre» et en fait, les apprentissages, moi, je crois à fond à l'économie des idées. Je pense que la compétence aujourd'hui, ça vaut de l'or et surtout des Hmm. compétences, voilà, entrepreneuriales ou dans le digital. Tu vois? J'ai fait beaucoup d'acquisitions. J'ai mis les mains dans le cambouis et je me disais: «Dans cette société, j'ai pas de part». J'étais Hmm. en contrat, mais c'est moi qui ai lancé la boîte là-bas et en fait, je me disais: «C'est une chance incroyable parce qu'au final, j'ai aucun investissement à faire et il y a quelqu'un qui me fait confiance et qui me permet de tester des choses» Hmm. et du coup, même si Ouais, j'étais mal payée, que je rapportais beaucoup de valeur, je me disais: «Là, en fait, je j'apprends. peux» ouais, j'apprends et je teste sans risque. Je me mets pas en risque. Ouais, ok. Quand tu parles de créer de la valeur, ça me fait penser à Gary Vee pour un marketeur qui dit ça tout de suite. Tu connais? Enfin, tu suis son Non, activité? Du tout? Tu raconte. connais pas? Non. Ok, ça m'étonne. Ok, ça marche. Parle-moi de ta relation avec New York City, du coup. Enfin, t'es resté 8 ans, t'as créé le blog, enfin, le side project dont on a parlé. Ouais. Comment c'est venu l'idée, pourquoi et comment ça a développé et qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? Bah, écoute, moi, je suis arrivée, comme je t'ai dit, je suis arrivée à New York un peu à reculons. J'avais pas du tout envie de sortir de mon confort parisien. Ouais, Et en fait, je suis tombée amoureuse de l'énergie de cette ville et des ok. opportunités, en fait, qu'elle représente. Je trouve que, bon, on dit toujours le rêve américain, tu vois, c'est passé. Bah, moi, je l'ai vécu, en fait, et je l'ai vécu dans le sens, très humble du terme. Mais en fait, aux États-Unis, on fait confiance aux gens et en fait, ils ont la culture du résultat. Hmm, Beaucoup plus que la culture du statut et du coup, ouais, en fait, si tu as faim, tu as un monde d'opportunités. ok. J'aurais jamais eu les mêmes opportunités en France, mais en fait, moi, j'étais mordue par mon métier. J'avais toujours envie de travailler plus, j'avais envie de livrer plus et ça m'a ouvert des incroyables, même en termes de réseau. Tu vois, je me suis retrouvée à des postes que j'aurais jamais pu avoir en France, très jeune. Enfin, j'étais marketing manager, sur, 5 marchés à 25 ans et en fait, mon boss, il m'a Ouais, juste dit: «Bah, tu as des bons résultats, je te fais confiance et vas-y, go, quoi». ok, c'est très Et bien. pareil, j'étais jeune manager et du coup, j'ai fait plein d'erreurs, mais j'ai appris sur le terrain et on m'a jamais C'est jeté la sûr. pierre. On m'a dit: «En fait, tant que tu as envie de t'améliorer», ils considèrent vachement la learning curve, tu vois? La courbe d'apprentissage. Moi, en recrutement, Hmm, maintenant, je recrute que comme ça. Je considère le potentiel de la personne et pas l'état actuel. ouais, ok. Et à part cet état d'esprit américain, c'est quoi la différence entre travailler à New York et à Paris? Parce que la pression, elle est pareille, je pense, dans les deux villes, quoi. La pression, Henri, elle est plus élevée parce qu'en fait, c'est dans des contrats à la demande. Donc, tu peux être viré du jour au lendemain et sans raison. Et Ok, du coup, bah, t'imagines qu'au bout de 2 ans, c'est pas terrible de te faire virer parce que tu as 15 jours pour partir. Alors, imagine au bout de 8 ans. Voilà, ouais. Hmm, plus tu passes du temps à New York, plus tu t'installes dans une vie, plus tu deviens précaire parce que tu des choses qui sont construites et tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Donc la ouais. pression, elle est énorme, on va pas se mentir. Après et c'est pas fait pour tout le monde du coup. Moi, je sais que je Hmm, réagis très bien à la pression, c'est un moteur et ce qui m'a toujours plu dans le schéma des États-Unis, c'est un schéma qui est très injuste sur plein de points, mais par contre moi, ça m'a fait surperformer parce qu'en fait, du coup, il y a de la place pour ceux qui se mettent, Souhaite, ouais. qui ont envie de performer. En fait, à partir du moment où tu fais ton travail bien, Hmm, c'est aussi une pression qui est saine de dire bah, tant que j'ai envie de rester là à travailler, ça va marcher. Et en fait, le jour où peut-être je vais me faire virer, je vais aussi retrouver du travail facilement parce qu'en fait, il y a un churn sur les postes qui fait que l'emploi bouge plus vite aussi. Mais du coup, tu trouves du boulot en 2 jours à New York. ouais. Par contre, Tu tu peux, m'étonnes, ouais. voilà, il y a plus de vélocité et ça, c'est pas fait pour tout le monde, ça c'est clair. Mais Hmm, moi, ça m'a dopé ce truc-là. ok. Ah, c'est très bien. Et en plus, tu es arrivé jeune, donc tu n'avais pas beaucoup de responsabilités niveau perso ni rien. Donc, ça joue énormément de rôle. Par contre, quand on arrive père de famille ou mère de famille, ça change toute la donne, je pense. Exactement, ouais, tu as Ouais, complètement ok. raison. Mais du coup, voilà, c'est une ville où, aussi ça c'est très important, ça m'a porté là-bas, c'est les gens sont ultra positifs Ok. et franchement, tu C'est en c'est fait pas ce qu'on entend de New York, d'ailleurs, hein.
Alors moi, Moi, j'ai j'entends jamais beaucoup. été, mais ouais. Alors moi, j'entends beaucoup que les Américains, oh là là, c'est pénible, c'est vraiment des hypocrites, ils trouvent toujours tout amazing. Bah, en fait, si tu prends le meilleur de leur monde et que tu t'attaches pas trop et que tu Mm, leur prêtes pas des intentions qui sont peut-être pas les leurs, en fait, il faut juste se dire que les Américains, de base, ils sont enthousiastes et si tu mm, prends le meilleur de ça, ça va être un moteur surpuissant. Moi, j'en parlais encore avec une copine avec qui j'ai déjeuné qui me disait, bah, c'est dur parce qu'en fait, à New York, on te dit c'est bien, mais, et en France, on te dit rien. Ou alors on dit je sais pas bien. Mais en fait, ce truc-là ok. des États-Unis, le compliment sandwich, c'est vrai que c'est affreux, le compliment reproche. Mais en fait, ce truc-là, ça te donne aussi toujours l'énergie de te dire, bah finalement, dans une victoire, il y a de la défaite, et dans une défaite, il y a de la victoire. Mm, ouais, très bien. Après, c'est un état d'esprit que oui, tu dois respecter, tu dois le comprendre et il n'est pas fait pour tout le monde, comme tu l'as dit tout à l'heure, hein. Et sinon, du coup, de responsable communication, tu as sauté à entreprendre. Donc, Mhm. parle-moi de cette transition, comment c'est passé, pourquoi et à quel moment tu t'es dit, bon, voilà, je pense que je suis prête pour prendre les risques, mes propres risques et entreprendre, quoi. Alors déjà, comme je t'ai dit, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai été employée, mais en fait à un poste où clairement j'étais founder, j'étais country manager. Ok, Donc en fait, j'ai eu un parfait entre-deux, ce qui était très bien pour moi parce que ça m'a vraiment permis de gagner en confiance et surtout d'entreprendre avec zéro capital. C'est comme ça que oui, je vois au final ce poste que j'ai eu. Donc en fait, effectivement, j'étais dans un grand groupe, dans un emploi confortable. Je suis passée à country manager où j'ai vraiment développé une marque de A à Z sur un nouveau marché. Et puis après, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai glissé sur une peau de banane, quoi. J'ai fait une chute incroyable. J'ai été débauchée après ce poste par une marque. En fait, j'ai fait un partenariat avec une marque qui s'appelle Saint-James, qui ok, fait des marinières, qui est une belle marque historique de mode, super équipe, tout ça. Et puis, j'ai eu un vrai coup de cœur partagé avec le CEO où on s'est dit, on a envie de bosser ensemble et de faire des choses ensemble. Et j'ai quitté mon poste en fait pour cette opportunité, une superbe opportunité. Il m'a proposé en fait de développer le retail au niveau national pour Saint-James. Et du coup, c'était un poste sur mesure qui créait pour moi une business unit. Et l'idée, c'était que tous les 3 mois, moi, c'est un petit peu mon rêve, comme je suis une touche à tout. Tous les 3 mois, en fait, je lançais un pop-up store, je montais l'équipe, je testais le marché, je faisais des partenariats avec des marques, de l'activation. Et puis après, je prenais mes valises et je faisais la même chose ailleurs. Et du coup, je montais des process, je prenais des apprentissages. Et le retail, ouais, ça m'a toujours beaucoup plu. Donc voilà, green card à la clé, package parfait, je suis trop contente. Je rentre en France faire mon visa et là, les investisseurs changent d'avis. ah mince. Et au bout de 8 ans aux US, bah, j'ai été bien inspirée. J'avais pris mes affaires parce que le déménagement était pris en charge. Et du coup, je m'étais dit comme ça, j'ai pas besoin de sous-louer mon appart. Donc, en fait, je me suis retrouvée du jour au lendemain sur le carreau en France. Les démarches de visa étaient déjà entamées et j'ai eu un coup de fil et on m'a dit, on arrête tout. C'est fini. Voilà. Coup T'as dur, gardé coup le d sourire? Écoute, honnêtement, j'ai pas gardé le sourire, ça a été affreux. Ça a été Hmm, affreux en plus parce que moi, j'avais pas de vie en France. À ce moment-là, on est au mois de juillet, tous mes potes sont en vacances. Moi, j'étais rentrée, je devais repartir à Hong Kong juste après. Enfin, tu vois, je m'étais prévu des vacances de kiffeuse. Je rentrais juste poser mes affaires et en fait, je me suis retrouvée toute seule au milieu des cartons, mes parents pas là, mes potes en vacances. Ça a été dur et en même temps, Henri, moi, j'ai toujours eu la mentalité dans la vie de me dire, j'ai des problèmes de riches. Tant que c'est pas de la maladie, tant que c'est pas des choses qui sont graves et sur lesquelles on peut pas agir, on va trouver une solution. Et du coup, voilà, il n'y a pas mort d'homme, ça reste de hmm, l'ego. ouais, Et du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais trouver un boulot, je vais trouver un CDI, je vais acheter un appart. Ça faisait longtemps que je voulais acheter un appart. Je pouvais pas acheter d'appart sans être en France et sans avoir un CDI. Donc, je me suis dit, bah, ouais, je vais rentrer dans le modèle, je vais avoir une assurance maladie, un appart, des choses que j'ai pas eues pour l'instant. Je vais devenir une adulte et puis on verra où ça me mène. ok, J'ai trouvé un CDI de façon improbable. J'ai envoyé une candidature spontanée à un outil qui faisait de la digitalisation en supply chain. ok. Et en gros, je leur ai dit, c'est marrant, moi, je m'étais toujours posé la question, je voulais créer un comparateur, en fait, pour le transport de marchandises, parce que ça existe pour le transport de passagers. Et en fait, le transport de marchandises, je me disais, le marché, il est énorme. Pourquoi Hmm, est-ce que je ne peux pas comparer? Donc, avec mon cofondateur, quand j'ai lancé Mike Chloé, on prenait des devis et en fait, personne ne te devisait la même chose dans les transporteurs. Et je me disais, en fait, quand tu es entrepreneur, tu peux tout inventer, mais la supply chain, tu peux pas te former tout seul. C'était sûr. Et en plus, le problème, c'est que tu peux perdre beaucoup d'argent. Donc, c'est j'écris à sûr. cette entreprise et je leur dis, c'est super votre produit. Si j'avais eu des connaissances pointues en supply chain, j'aurais adoré le monter. Et en fait, bah, il y a la directrice marketing com qui me répond et qui me dit, on a un poste de DIRCOM, ça te dit?
Alors moi, j'avais jamais fait de communication et j'avais plein de préjugés en plus sur la com. Ça me plaisait pas parce que justement, moi, j'aime bien le terrain et j'aime bien l'actionnable. Et je me Ouais, disais, faire du branding, je vois pas les résultats. J'ai peur d'être dans un poste de plante verte, quoi. Et en fait, je rencontre cette personne. Il y a une osmose, c'est incroyable. Et elle me dit, je vais te faire confiance sur plein de trucs. Tu vas voir, c'est ok. un emploi salarié, mais tu vas avoir de la liberté. Donc, je prends ce poste et en fait, cette personne pose sa démission 2 semaines après. Donc, je me retrouve avec un nouveau management. Mais Deux là, en vrai, choses d'affilée, toi, hein. Ouais. là, je me dis, c'est pour ça que je te parle de peau de banane, mais mine de rien, j'ai Ah, avancé, mais j'ai avancé en ventre-glisse, quoi. Vraiment, ouais. c'était pas une trajectoire linéaire. Et donc, au final, nouveau management super. Mais je me prends un peu un coup sur la tête parce que voilà, j'avais fait un choix à l'affect et du coup, je me retrouve là et j'ai pas autant de latitude que prévu, mais il y a un partenariat qui me tombe dans les bras et le partenariat, c'était le truc que je faisais le mieux. J'en avais fait pendant 10 ans et j'adore ça. Donc, bah voilà, je remets mes process en place et je me dis, en fait, à partir du moment où j'ai construit un partenariat, ce workflow-là, on va l'appliquer à d'autres partenariats, on va en faire un système et trop bien. Et ça a commencé à bien marcher. Le Ok. confinement est arrivé et j'ai pris confiance. Je me suis dit, le partenariat, ça marche aussi dans le B2B, ça marche aussi dans le transport routier, dans la supply chain, qui est une des industries les plus difficiles à transformer. Je me suis dit, vas-y, tu lances ta plateforme de partenariat et tu vas permettre en fait aux marques de faire beaucoup plus, de scaler en fait sans Hmm. se mettre à risque et sans dépenser plus. Et c'est de là où est venue l'idée de co-marketing. Ouais, bah, en fait, le co-marketing, c'est ce que j'ai Richmaker, fait c'est pendant, ça? ouais, Ouais. Richmaker, donc démultiplier la portée. En fait, le principe, c'est ramener de la frugalité dans le marketing et aussi du sens Ok. et de la création. J'ai souvent été frustrée parce que quand je travaillais en marketing, moi, j'ai fait ce métier parce que je trouvais ça incroyable, c'était ultra transformatif et j'avais l'impression de créer et d'avoir de l'impact et de transformer un Ouais. produit. J'ai jamais eu l'impression de vendre un produit fini. Je me disais, c'est incroyable. En fait, le travail sur le produit fini, il commence en marketing. Et en fait, souvent, bah, je me suis heurtée à des problématiques médias où on me disait, oh, non, non, en fait, on va faire une campagne. Et la campagne, c'est juste, on va mettre un budget publicitaire et ça va rouler comme ça. Et Ouais. je me disais, mais j'ai l'impression de faire du trading en fait. Je fais du coup par clic et c'est bête et méchant. Après, j'adore, tu as la magie c'est immédiatement. En fait, tu peux itérer et j'ai appris beaucoup de choses en acquisition chez Emma et Chloé. Mais en C'est fait, sûr. tu vois, tu rentres facilement dans le schéma où finalement, c'est pas ça le marketing. Le marketing, d'abord, tu crées de la valeur, tu perfectionnes ton produit. Et puis après, la publicité, c'est une caisse de résonance, mais c'est pas le marketing, la publicité. Et du coup, voilà, quand chez Emma et Chloé, je faisais beaucoup d'acquisitions, j'ai fait de la pub, mais je me suis dit d'abord, je crée quelque chose qui a du sens. Et j'ai fait des partenariats, j'ai créé des expériences. On faisait des expériences en magasin où on faisait venir plein de marques et on disait aux marques, on vous invite. La contrepartie, c'est que vous proposez une expérience. Vous venez pas avec une promotion sur votre produit. Donc, tu avais Caudalie qui faisait un mini facial bar où il faisait des petits soins pour la peau. On Hmm. avait Manicuriste qui nous faisait de la pose de vernis en express. En fait, les filles étaient trop contentes parce qu'elles voyaient plus ça comme une vente, elles voyaient ça comme une expérience. On faisait Ouais. ça le comble, il y avait des files d'attente pour entrer à des ventes privées. Et en plus, bah, quand les gens ils kiffent, ils dépensent. Et c'est Ouais. vertueux parce que tu vois, tu n'arrives pas avec tes gros sabots. Les nanas, elles créent du contenu parce qu'elles ont passé un bon moment. Elles reviennent à la prochaine vente, elles en parlent autour d'elles. Et en fait, ça, c'est de l'acquisition un peu maligne et Hmm. vertueuse, tu vois. Donc les partenaires sont contents, tout le monde a du contenu, on a fait quelque chose de bien, on a grandi et pas en faisant du coup par clic et en vendant un produit Ouais. fini, tu vois. Ouais. On a Ouais, mais transformé le le produit. problème avec le problème avec les investisseurs, c'est que souvent ça c'est pas scalable quoi. Enfin, tu vas le faire une deux fois à l'année quoi, mais tu peux pas le faire tous les jours. C'est pour cela le coût au clic ou l'acquisition classique, tout le monde a recours. Après, ça m'intéresse d'avoir ton avis là-dessus. Et dans le contexte actuel, encore pire parce que tu peux pas faire d'expérience physique quoi. Alors, je suis d'accord là-dessus sur le co-événement, mais pour le coup, il y a rien qui scale mieux qu'un partenariat parce que justement, l'idée, c'est de faire du partenariat intégré. Donc, soit Hmm. tu fais du partenariat one shot et ça, Ok. honnêtement,
Pour moi, ça a peu de valeur. Soit en fait, le vrai partenariat, celui qui marche bien, c'est celui où tu multiplies les points de touche. Et en fait, c'est là où tu crées vraiment quelque chose, où tu transformes ton produit. Donc, ça veut dire que si tu vas prolonger ton offre de service, par exemple, tu Oui, fais une intégration avec un autre produit et puis tu as un plan média qui est associé. Et puis peut-être que ça t'ouvre des nouvelles portes avec des distributeurs. En fait, un vrai partenariat, tu vois, ouais, ça touche vraiment tous les points de contact du marketing. Et surtout, tu parles d'investisseurs. Moi, il y a une croyance limitante qui est absurde pour moi dans le partenariat, c'est que j'entends beaucoup le partenariat, c'est pas héroïste. Alors en fait, moi, il faudra m'expliquer à quel moment, quand tu divises tes coûts par 2 et que tu multiplies forcément ton impact par 2 parce que c'est 2 marques à peu près le même niveau d'échelle, comment ça peut pas être héroïste? Il y a rien de plus héroïste par nature que le partenariat. Par contre, c'est compliqué à mettre en place, ça c'est vrai, parce qu'il y a pas ouais. d'outil pour l'accompagner. Donc nous, on a créé un outil pour l'accompagner et maintenant tout va bien aller. On va créer des use cases et on va donner les bonnes pratiques. OK. Et c'est quoi l'outil enfin, si tu peux me parler un peu plus en détail, qu'est-ce qui fait exactement votre outil du coup? Bah, en fait, si le partenariat, c'est un peu pour l'instant le parent pauvre du marketing, c'est parce que, c'est ultra chronophage, c'est difficile à mettre en place et il y a beaucoup de risques. Il y a beaucoup de risques parce que, sur toute la durée de vie du partenariat, tu vis un cauchemar, en fait. Dans un premier temps, tu as la prospection. C'est super long d'aller identifier le Mmh. bon partenaire, donc tu dois, trouver une boîte qui a, à la fois, le même process, la même vision, les mêmes valeurs, les mêmes objectifs et puis après, il faut aller cartographier sa présence média pour, vérifier qu'en termes d'échelle, c'est pas non plus, déconnant. Donc, du coup, là, tu vas aller, auditer un à un les réseaux sociaux, les canaux d'acquisition. Donc tu passes un temps fou et puis après, il va falloir que tu parles à la bonne personne. Donc là, laisse tomber la connexion, c'est l'enfer aussi parce que en fait, le partenariat, c'est, encore une nébuleuse en entreprise et c'est toujours, un métier différent. Parfois, tu parles à un CEO, parfois tu parles à un store manager, parfois tu parles à un community manager, On parfois c'est sait une pas qui agence. prend la décision, ouais. Et du coup, bah, là, tu encore, voilà, tu es encore en brasse coulée, en train de perdre du temps à taper à toutes les portes et en plus à tomber dans des boîtes mail qui sont saturées, ou alors à aller sur LinkedIn ou Instagram, voilà. Donc tu perds du temps et puis après, une fois que tu as eu la chance, d'échanger, 5 fois avec la bonne personne, que tu t'es peut-être rendu compte que tu avais, mal géré ta cartographie parce que, tu l'as fait avec ta connaissance à toi et pas la connaissance du partenaire. Et ben là, il y a la partie opérationnelle. Alors ça, c'est un four. C'est pareil, c'est l'enfer, Henri, Ouais, parce pour que signer des faut contrats et tout. alors, voilà, faut se backup, faut te mettre bien à jour en termes de process, gérer les mêmes outils. Alors tout le monde, utilise des outils différents. Tu as des experts métiers qui sont différents et encore une fois avec l'asymétrie, qui fait que parfois tu as une boîte, c'est le CEO qui gère et du coup, il va parler à un store manager. Enfin, tu as des circonstances un peu absurdes parfois Ouais, et puis, tout simplement, déjà gérer une équipe en interne, c'est compliqué, mais quand en plus tu dois gérer une autre équipe en externe dans des projets où il y a 40 personnes dans la boucle, enfin, c'est invivable. Donc voilà, après, tu as le tracking des métriques et là, c'est pour ça, c'est de là d'où naît l'espèce de fantasme, qui dit que le partenariat, c'est impossible à traquer. C'est tout simplement que c'est difficile de se mettre d'accord et il y a toujours quelqu'un qui fait un oubli. Le travail, il est mal fait, en fait, avant, pendant et après. Donc nous, on répond à ces 4 problèmes. Dans un OK. premier temps, mon produit, là, il est en bêta, donc il répond au premier problème, la prospection. Donc en fait, pour OK. la première fois, on a mis en place une plateforme comme un site de rencontre qui te permet de rencontrer un partenaire selon tes objectifs et non plus, par chance, au doigt mouillé, ou, par opportunité, parce que tu as la chance de faire partie d'un incubateur. Quand Donc du quand coup, on voilà, parle l'idée. d'un incuba ouais, pardon. Quand on parle Ouais. d'un partenaire, il s'agit d'un fournisseur, d'un client, peu importe en fait le type de partenariat? Exactement. On est sur tous les OK. points de touche du partenariat. Donc, on a justement le premier filtre, c'est les audiences. Tu peux cibler par audience, par géographie, par l'âge de ton Magnifique. audience, le sexe. OK. Et puis, tu vas OK. pouvoir cibler aussi par type de partenariat, donc de façon opportuniste. Tu vas pouvoir dire, bah, moi, en fait, je veux faire du partenariat sur de l'événement. Je veux faire du Mmh. partenariat sur du média, sur de l'affiliation. Média, c'est par exemple l'échange de visibilité. Tu vas pouvoir faire du partenariat sur, tu vois, du jeu concours pour faire de l'acquisition sur de la création de contenu. Donc en fait, voilà, tu peux par opportunisme, tu peux aussi juste choisir un type de partenariat et puis tu peux aussi, choisir un secteur. Tu vas te dire: «Juste, je suis une start-up, j'ai envie de prospecter au sein de mon écosystème». Nous, on te donne accès à toutes les personnes qui veulent faire du partenariat en médias, associations et marques.
Donc, c'est incroyable de pouvoir direct te dire qui est-ce qui habite mon écosystème, qui est-ce qui peut m'aider, en fait, qui a un Ok, je produit. comprends mieux. Ouais, c'est en fait la vraie question du partenariat, c'est toujours qui est-ce qui s'adresse à la même audience que moi, qui rencontre les mêmes problématiques et qui ne me cannibalise pas. Et en Genre fait, Decathlon qui fait un partenariat avec un fabricant de vélos, quoi. typiquement, Decathlon et Respire, tu vois, le top partenariat de cette année pour moi, c'était ça. Pour la marque Ok, Respire, ça les avait explosés. Bah, typiquement, Respire et Decathlon, ils auraient matché sur la plateforme parce qu'ils sont sur le sport tous les deux et le Hmm, bien-être. Et en fait, ils auraient pu se dire, OK, Respire veut développer sa distribution. Ils auraient choisi type de partenariat distribution. Et ok, Decathlon recherche aussi ce type de marque à intégrer à son réseau pour faire typiquement du média. Donc voilà, ok, là, tu as déjà un match. ouais, ok, ok, ouais, ouais, c'est très clair. Et troisième critère, c'est ton secteur d'activité. Et quatrième critère, c'est ton canal d'acquisition. Donc là encore, tu peux tout simplement te dire, OK, je suis pas bon sur YouTube, peu importe la marque avec laquelle je veux bosser en termes de positionnement, ou alors importe et tu choisis les critères du haut. Ok, Ici, tu peux aller cibler une marque selon son audience sur le canal d'acquisition que tu targetes. Donc, si tu es mauvais sur YouTube, tu vas dire, OK, moi, je veux taper une marque qui a entre 50 000 et 100 000. Et du coup, moi, je vais mettre autre chose peut-être dans la balance. Donc, en fait, ça, tu vois, cet outil, il te permet déjà vraiment de pouvoir jongler avec la granularité et de dire, je veux être très précis sur ce que j'attends d'un partenariat. Et du coup, tu peux aussi poster une offre si tu as une idée très claire et tu peux aussi prospecter. Donc là, c'est la première partie. Donc, je te dis, on agit vraiment sur la prospection. Et la deuxième partie à laquelle on répond déjà avec la bêta, c'est la connexion. C'est l'idée que juste après, tu peux rentrer en connexion directe avec la marque, soit en envoyant un charme, parce qu'on a repris l'UI des sites de rencontres pour en faire un truc justement rigolo et décomplexer à fond le partenariat. Et du coup, tu peux soit envoyer un charme, soit échanger directement avec la bonne personne via la messagerie. ok. On Voilà, ne met on pas dans la remplit. poussette comme adopter un mec. On ne met pas dans la Et poussette. on y a On fait pas ça. pensé. Non, non, mais l'idée, voilà, c'est que tu puisses en fait, dans un premier temps, à la fois identifier le bon partenaire Ok, et rentrer en connexion directe pour déjà gagner 6 mois de ta vie. ok. Ça c'est vraiment magnifique. Comment vous allez monétiser tout ça? On va se monétiser justement normalement sur les deux autres parties qui vont avoir trait au co-management. Donc du coup, l'idée, ce sera qu'à terme, on va permettre de mettre tous les utilisateurs au même endroit, au même moment. Et en fait, une fois que tu vas avoir noué ton partenariat, tu vas avoir un dashboard qui va te permettre de gérer ta campagne de A à Z, c'est-à-dire de plugger ton CMS pour avoir accès à tes métriques, d'avoir une to-do comme un Trello qui s'update en temps réel, d'avoir tes pièces jointes pour éviter, tu vois, de t'envoyer 5 fois la pièce jointe et au final finir par mettre en ligne la version 4 au lieu de la version 5. Voilà, l'idée, c'est que tu as accès à tout en un clin d'œil et pour tous les interlocuteurs du projet. Donc, en fait, les 30 personnes ont accès à la même info. On arrête le téléphone arabe, qui est un énorme vivier d'erreurs en partenariat, d'erreurs et en plus de blessures égotiques, puisque tu Ouais. as toujours le ah, mais au final, j'ai eu machin au téléphone. Et enfin, voilà, franchement, le partenariat, c'est beaucoup d'humains. Et du Hmm. coup, c'est beaucoup de miscommunication. Et on veut faire un outil qui permet vraiment de régler ça pour Donc ce offrir, sera en un fait. abonnement du coup, au Ouais, final? ce sera un Ok. abonnement et en fait, à terme, on va monétiser à la fois l'accès à la plateforme et à la fois, en add-on effectivement le service, de co-management et de tracking de metrics. Ok. Et ça sera, est-ce qu'il sera jamais accessible au B2C, par exemple, les gens qui ont un petit following sur, j'en sais rien, je prends un exemple d'Instagram ou de YouTube, par exemple, et qui veulent monétiser, est-ce qu'ils peuvent s'inscrire, par exemple, en tant qu'influenceur, entre guillemets, etc. Alors tu t'en doutes, on a beaucoup le cas des indépendants et en fait, pour l'instant, on a décidé de limiter ça tout simplement parce qu'on veut pas on n'est pas Malte et on veut pas tomber Hmm. dans, des gens qui viennent pour vendre des prestations de services. Ok. Donc en fait, le problème des freelancers, c'est qu'en général, ils viennent sur la plateforme pour parler aux marques, pour, vendre des services SEO, tout ça. Donc pour l'instant, on n'accepte pas les indépendants. Par Ok. contre,
typiquement, on a des petits médias, c'est-à-dire que si on a des podcasteurs sur la plateforme qui nous disent, bah moi, je viens vraiment pour chercher des partenariats. Et en fait, comme on a beaucoup de start-upers sur la plateforme, c'est déjà super parce que pour moi, ça, c'est de l'échange média. Tu vois, c'est justement on a un podcast qui est sur la biodiversité et on va Hmm. avoir des acteurs, des petits acteurs de mode éthique qui se lancent, bah, on va les mettre en contact. Donc ça, oui. Par contre, voilà, sur toute la partie apport de service, on s'adresse pas à Ouais, des freelancers. ok, ok. Et où est-ce que vous en êtes du coup aujourd'hui dans le développement de cette plateforme, de tout ce qui se passe? Alors, la plateforme, elle a été mise en ligne le 30 septembre et on a 600 Magnifique. utilisateurs actifs. Donc, on est super content Wow. parce que tout ça, c'est de l'organique. C'est-à-dire que par exemplarité, on n'est pas contre la pub, mais en tout cas, on trouve que il y a des meilleures façons de se développer. Donc, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on développe un produit qui répond vraiment aux attentes des utilisateurs. Donc, on fonctionne au vote sur toutes nos fonctionnalités et on colle comme des huîtres à un rocher nos premiers utilisateurs pour comprendre en fait là où on crée de la valeur et on fait une offre sur mesure pour eux. Et en fait, on se développe avec cette communauté, ce qui nous a permis un très bon bouche à oreille. Magnifique. Et pour l'instant, voilà, on a gagné, c'est fou, mais on a gagné, c'est que du LinkedIn et du bouche à oreille de nos utilisateurs qui étaient contents et qui nous ont ramené leur réseau de partenaires à eux, en fait. 600 personnes, c'est énorme pour une plateforme de B2B. Bah, ou alors, bah, ça me fait plaisir de l'entendre, je sais pas. Je suis une jeune entrepreneur, je connais pas le marché français. Moi, c'est ma première expérience. Je Ce trouve qu'on que dit c'est en B2B, déjà, si tu as, un portefeuille de 5 à 10 clients en B2B, t'es nickel, hein. bah, en T'es fait, refaite, quoi. nous, tu vois, on se disait, il faut pas trop s'éparpiller dans les KPIs. Moi, j'ai vraiment à cœur de suivre un seul KPI et pour l'instant, mon KPI principal, c'est la création de partenariats. Donc, en fait, moi, ce que je traque à fond sur la plateforme, c'est pas tellement le volume. Moi, ça m'intéresse pas justement de C'est recruter 1000 l'utilisation. marques. Ouais, je veux pas 1000 marques qui font un projet, je veux 5 belles marques qui se défoncent pour faire des partenariats qui donnent Mm. envie, qui font des beaux use cases et qui permettent en fait de donner confiance à des petites marques et de Ouais. donner confiance à des grosses marques en disant bah voilà, Ça, tu tu peux peux le bosser. provoquer. On est d'accord? Je le provoque à fond. C'est pour ça que je Ouais, colle mes tu m'étonnes. utilisateurs. Ouais, tu Il m'étonnes. y a des marques, bah déjà, moi, je suis une amoureuse des marques, c'est pour ça que j'ai fait ce métier. Il y a des belles marques que j'ai déjà envie d'aider. Et du coup, bah, moi, je suis comme d'habitude dans l'opérationnel. Sur Mm. cette plateforme, je mets les mains dans le cambouis avec mes utilisateurs pour les aider au max. Très bien. Du coup, ça, comment vous allez gagner de l'argent, ça, je t'ai demandé. Euh, et du coup, oui, c'est la question qui me revient en tête. Tu dis beaucoup notre plateforme et notre travail. Tu Ouais. travailles avec qui? Je Enfin, travaille notre, avec ça un représente qui? CTO. Je Ok. travaille avec mon CTO, Anthony Lee, qui du Cofondateur, du coup, coup? qui est mon cofondateur, ouais, tout à fait. Et en fait, on travaillait ensemble, on travaillait chez Apply ensemble, donc mon ancienne boîte. Et voilà, c'est une belle histoire. Moi, j'y connais rien du tout au métier de développeur et je Ok. voulais pas faire du no-code parce que c'est pour moi, enfin, vraiment, Mm. j'avais envie. En fait, c'est un outil technologique que je crée. Donc, j'ai testé mon marché autrement, mais je voulais vraiment que ce soit une innovation et je voulais vraiment, du coup, un Ok. outil qui soit pas de la débrouillardise en no-code, mais qui soit vraiment le premier SaaS de partenariat. Je vais en faire vraiment un PMS, Partnership Management System, le premier. Ok. Il y a deux sujets que j'ai envie de parler par rapport à ce que tu viens de dire. En une phrase, tu m'as provoqué là. Le premier, c'est comment tu as trouvé ton cofondateur. Enfin, tu m'as Ouais, parlé, mais comment tu l'as convaincu à quitter son job pour venir travailler avec toi. ouais. Et est-ce que c'était, enfin, je pense que c'était ton idée parce que c'était toi qui travaillais là-dessus. Et de deux, bon, réponds au premier, après on revient au deuxième. Alors écoute, comment je l'ai rencontré? Alors c'est très rigolo parce que, Apply, mon ancienne boîte était quand même une grosse boîte, donc Hmm. on était 150, et je connaissais pas Anthony. En fait, j'ai mis une annonce sur LinkedIn et j'ai dit: «Voilà, j'ai envie de développer un projet, je cherche un CTO». C'est un projet qui a déjà fait ses preuves aux États-Unis. Moi, j'ai envie de le marketer en France et j'ai les idées, les contacts, à la fois en termes, d'investisseurs et à la fois en termes de clients et du coup, bah, voilà ce que je mets sur la table, qui me rejoint, quoi et Ok. Anthony, du coup, faisait partie de ma boîte et Il a vu on ton s'est ren post. exactement, on s'est Ok. rencontrés comme ça et j'ai eu 5 ou 6 profils intéressants mais
mais en fait, Anthony, ça m'a tout de suite parlé parce que ça a fité en termes de mood, en fait, et en termes de mindset. Et en fait, tous les 2, on n'avait pas envie de parler des parts. On avait envie de parler de nous, ce qui nous fait triper dans un projet et comment on a envie de bosser. Et on partageait, les mêmes frustrations actuelles de pas pouvoir faire assez. Et je me suis dit: «En OK, fait, moi, je veux bosser avec quelqu'un de passionné. C'est mon critère numéro un.» Et pour l'instant, tu j'ai eu de la m'étonnes. chance. Ça fait pas encore 1 an, mais ça se passe super bien. Et j'ai trop de chance parce que je sais que bosser avec quelqu'un de passionné, c'est pas facile. Et pour l'instant, on gère ça tous les 2 super bien. Magnifique. Tu as parlé de tester ton marché, et ça, c'est un sujet, on a parlé au tout début, mais par rapport à mon audience, mais j'essaie de construire un peu d'entrepreneuriat aux alentours. Parle-moi du test marché, comment tu l'as fait et quelles sont les métriques que tu regardes quand tu testes ton marché? Parce qu'apparemment, tu as testé plein d'idées. Ouais, Donc, ça m'intéresse de comprendre, un peu, ta façon de penser et tout ça, en fait. Comment tu bah, valides vraiment qu'il y a un besoin ou pas? mon 1er panel, je sais qu'il faut jamais dire ça, mais c'était moi. L'idée, OK, c'est que là, je me suis fait un ego trip dans un premier temps. Je me suis dit: «En fait, je vais sortir l'outil que j'ai toujours rêvé d'utiliser». C'est clairement un ego trip. Ça faisait 10 ans que j'étais dans le partenariat. J'ai fait tout type de partenariat, vraiment. J'ai OK, touché tous les types de partenariats que tu vois sur la plateforme, y compris la section out of the box qu'on aurait pu appeler what the fuck. C'est vraiment j'ai fait tout type de partenariat, des trucs les plus OK. bricolage possibles. Et du coup, en fait, j'en ai tiré des learnings de mes échecs comme de mes réussites. Et je me suis dit: «En fait, j'ai tellement d'expérience en partenariat qu'il faut que ça serve, donc il faut le documenter». Donc tu parlais de ce livre, je me suis dit: «Déjà, je vais sortir une bible du co-marketing de c'est quoi, les bons workflows, les bons process à appliquer par type de partenariat et OK. les règles d'or pour éviter aux gens de faire les erreurs, qui peuvent coûter cher». Et puis, je me souviens plus de ta question. Comment tu fais pour tester ton marché? Comment tu fais pour tester ton marché? Ah, Et ben, je veux garder ça dans le podcast, ça va et être trop il y a pas de rigolo. pro il y a pas de problème. T'inquiète Ouais, pas, je te dis, j'ai la culture du fail, il y a aucun problème. Donc dans un premier temps, je suis vraiment partie de mon expérience personnelle et je me suis dit: «Voilà ce que je peux apporter pour créer de la valeur pour les autres». Et puis après, je suis allée confronter ça aux autres et là, j'ai eu beaucoup de chance, c'est qu'en fait, j'ai toujours adoré le networking, donc j'ai toujours eu un gros réseau. Et du coup, bah, j'avais un gros réseau North America. J'ai commencé à tester, auprès des marques là-bas en me disant: «En plus, ça si ça peut me permettre de repartir à New York, c'est pas dégueulasse». Donc du coup, j'ai commencé à sonder là-bas et puis après plus j'ai pris en confiance, plus j'ai commencé à sortir et à étendre les cercles, 2, 3, 4. Et en fait, je parlais à tout le monde. Moi, je mmh, parlais pas seulement, aux VC, je parlais pas seulement à mon utilisateur type. J'allais aussi parler aux gens qui n'y comprennent rien en marketing et je disais: «En fait, est-ce que, c'est un truc qui te parle?» Et ça m'a beaucoup, aidée en fait, dans les pitchs et aussi à façonner ce qu'on appelle l'offre irrésistible. ouais, C'est-à-dire réussir à parler de ton produit, même à quelqu'un qui ne va pas te l'acheter, mais qui potentiellement va trouver ça bien et va t'aider pour la suite. ouais. Oui, il va te Donc, dire, «J'ai mon oncle qui travaille dans ce truc, qui peut t'aider», quoi. c'est hallucinant à quel point il y a des belles Tu surprises dans la m'étonnes. vie Ouais, et vraiment, je suis pas en reste pour témoigner là-dessus. Mais donc, du coup, voilà comment j'ai fait mon étude. J'ai vraiment ciblé les professionnels du marketing, c'est vrai, mais je me suis OK, aussi entraînée, à faire un produit qui parle à tout le monde, en tout cas en termes de vision. OK. Tu as parlé du livre très rapidement. Ouais. Heu, tu es où? Tu as changé Alors d'avis? j'en suis, ah non, j'ai pas du tout changé d'avis, c'est mon rêve ce bouquin. C'est OK, mon rêve ce bouquin, mais c'est aussi, en fait, j'ai décidé en fait, dans un premier temps, ça devait être un livre blanc et je pars en vacances avec ma meilleure amie. Elle me dit: «Tu promets que tu travailles pas trop?» Et j'étais là: «Non, non, j'ai ma semaine, je fais juste un post sur LinkedIn, t'en fais pas». Et en fait, je fais un post sur LinkedIn sur ce livre blanc en me disant comme ça, je vais pouvoir recueillir des témoignages de marques aussi parce que, justement, quand j'ai fait mon deck pour aller, parler aux VC et un peu tester, le marché de façon plus globale, je me suis rendu compte qu'il y avait pas de chiffres marché sur le partenariat. Donc je me suis dit: «Bah, à ma petite échelle, il faut bien commencer quelque part. Je vais commencer, à recueillir des insights, des données». mmh, Et en fait, je cherchais des témoignages de marques. Donc je me suis dit: «Je vais faire un livre blanc sur le partenariat». Et en fait, j'ai eu, une centaine de réponses.
avec des marques vraiment sympas, des Magimix. En fait, mon produit, il n'était pas sorti. À ce moment-là, je me dis, waouh, en fait, il y a des marques de dingue, Canal+, Magimix, qui me contactent en disant, bah, nous, on veut bien parler de notre partenariat avec Truc. Et à ce moment-là, en fait, je commence à parler à ces marques. Donc, ma semaine de vacances, laisse tomber. J'ai fait que des Ta pote, meetings. elle est furieuse, ouais. Elle Vous était, êtes bah encore ouais. potes? Je suis rentrée blanche comme un linge. J'avais pas pris le soleil de la semaine, mais j'avais pris mon soleil à moi, ce qui est mon projet. Et en fait, je m'étais rendu compte que il y avait de l'attraction. Tu vois, j'ai eu aussi mon product market fit parce que je me suis dit, en fait, les gens, quand tu leur Hmm. proposes de parler de leur partenariat, ils ont tellement bavé que ça les fait triper, un, d'aider les autres, Ouais. deux, de pouvoir dire, bah, en fait, j'ai sorti la tête de l'eau en m'en sortant comme ça. Et du coup, à ce Et moment-là, je me suis ça dit, a pu t'aider pour prospecter aussi, j'imagine. ça C'était m'a malin de ton côté. ouais, bah, en Ouais. fait, c'est ce que je t'ai dit sur les points de touche et la pensée systémique en général, Ok. l'idée c'est pas de faire un coup d'épée dans l'eau, l'idée c'est d'aller toujours, enfin, te dire que tu fais d'une pierre deux coups, au minimum 2 coups, idéalement, 4 ou 5. Effectivement, ça m'a tu vois, enfin, on parlait de Magimix, bah, le Ouais. directeur marketing de Magimix, j'ai une super entente avec lui. Je pense qu'il va faire un de Ok. mes prochains lives. Il m'a aidé à bêta tester mon produit. Ah, c'est Voilà, nickel ça. et ouais, et du coup, trop contente. Et à ce moment-là, je me dis, en fait, bah, faut rêver grand, comme je t'ai dit. Moi, je suis une testeuse et je me dis, mais je vais pas faire un livre blanc. Ok. Déjà, je voulais faire un livre bleu, le premier livre bleu, le Il est livre des sorti collabs. jeune, non? Ouais. Mais à ce moment-là, je me dis, enfin, et de l'ambition, quoi. Et j'ai toujours, tu Ok. étais en terminale L parce que tu voulais être écrivain. Bah, en fait, tu vas le faire, ce bouquin, c'est maintenant. Vas-y, Ok. pour la première fois, tu as une opportunité et en plus, tu vas t'autoproduire et tu vas apprendre un nouveau métier, tu vas faire de l'édition. Et du coup, voilà, le livre, il est, on va dire, il est à un tiers. Je ne veux pas me précipiter parce qu'en fait, je suis en train de réunir plein de learning via mon outil qui sont des learning quanti qu'on n'avait pas. En fait, on est en train d'observer de façon très quantitative quelles sont les interactions sur les plateformes, quand est-ce que avorte un partenariat, combien d'échanges avant qu'il y ait du concret. Et ça, en fait, bah, c'est génial d'avoir fait un SaaS parce que c'est plus du à vue de nez, c'est plus du témoignage. En fait, là, on est dans le dur, quoi. C'est gravé dans le Ouais. marbre. Voilà ce qui s'est passé. Et du coup, je veux pas me rusher pour sortir ce livre. J'ai pas mal de use cases. Je sais les belles marques dont j'ai envie de parler. J'en rencontre encore actuellement. Je pense que ça va me prendre 1 an, mais je veux faire. Enfin, c'est le projet. Honnêtement, c'est un des projets de ma vie, donc je vais pas me presser, quoi. Je veux faire un truc qui déboîte. Ok. Ah, c'est magnifique. Euh, Tu viens de lancer des webinaires aussi que tu m'as invité. J'ai Ouais. vu sur LinkedIn. Parle-moi de ça. Ça s'agit de quoi exactement? Tu vas parler du co-marketing. C'est quoi exactement? Bah, je te dis, je suis une testeuse et moi j'aime bien, en général, j'avance, via des pots de banane et en gros, j'écrivais des articles. J'adore l'écrit Ok. et c'est un bon refuge pour moi parce que je suis une grande timide. Je déteste la vidéo, j'aime Ah pas du ouais? tout, ouais, Tu sais ouais, très bien ouais. que ce podcast, il sera en vidéo, hein? C'est pas vrai? C'est pas C'est grave. vrai. Non, non, mais justement, C'est vrai, bah, hein? en fait, moi, ma théorie, c'est, pour être bon quelque part, faut l'avoir fait 1000 fois. Donc en Exact. général, ce que je fais quand j'ai peur de faire un truc, bah, je me bloque un calendar et en fait, j'annonce. Comme ça, je sais que je peux plus reculer et c'est comme ça que j'avance dans la vie. Mais j'étais terrifiée. Mes premières vidéos, c'était un Ouais. enfer. C'est pour Je cela l'ai que tu m'as encore. annulé le premier? Non, J'ai vu non, là. j'ai commencé un petit peu avant et j'ai fait une Ok. formation en ligne et Vidéo? du coup, j'ai Ok. j'ai fait 30 vidéos d'un coup et ça m'a décomplexée. J'étais là, ok, parfait. Ah, c'est bien. J'ai encore oublié ta question, Henri. On parlait de ton webinar, hein. On parlait du Mon webinar et webinar. du tester des Ouais, choses, en fait, oui. exactement. Donc, j'ai fait un article et en fait, j'ai fait un article sur réussir son crowdfunding, sur les croyances limitantes dans le partenariat. Et en gros, après, j'ai une de mes copines au téléphone et ma copine, elle me dit, franchement, il est bien ton article, mais tu vois, nous, on reçoit la newsletter et ça reste quand même très théorique. Et elle me dit, moi, tu vois, par exemple, ce point, en fait, elle me challenge mes bullet points. Et puis voilà, mon panel 1 qui est, j'écris avant tout par rapport à mon expérience. Et à ce moment-là, elle, c'est une bombe en live. Elle en fait plein. Elle est ultra à l'aise. En plus, c'est un rayon de soleil. Enfin, tu vois, vraiment, tout est facile avec elle. Et du coup, je me suis dit, Ça s'appelle bah, comment? Raphaël Nolo. Et, Ouais, euh, ok. et en fait, Je vais l'interviewer prochainement. bah, franchement, à fond, elle sera très contente en plus. Enfin, c'est une bombe, Ok. cette fille. Et en fait, à chaque fois, elle me colle la patate. Et au moment où elle me dit ça, je lui dis, mais toi qui es ultra bonne en live, tu veux pas m'aider? Viens, on le fait ensemble. Et bah, je lance le live du co-marketing. En fait, on va challenger mon article. Et j'avais eu Ok. en plus une belle traction sur cet article. Donc, je me dis, bah là, en fait, vas-y, on le fait. Et ça a super bien marché.
Ça a super bien OK. marché. On a eu des très bons retours. Et puis, ce que je lui ai dit aussi, c'est qu'elle allait pouvoir utiliser comme c'est une toute petite marque, je lui ai dit, bah, tu vas faire un appel et en fait, bah, tu vas envoyer ton live aux marques avec lesquelles tu as envie de bosser en disant, bah, je vais parler de vous. Et ça marche super bien. Moi, je le fais tout le temps. C'est un peu, voilà, c'est l'ego trip quand tu dis aux gens, bah, j'ai fait un article sur vous et d'ailleurs, j'aimerais bien vous parler. Je connais, enfin, pour l'instant, j'ai pas essuyé de refus, quoi. Donc voilà, OK. technique de flagornerie. Et du coup, bah, maintenant, je fais que des lives. Et peut-être que mon prochain live, je vais me dire, j'ai envie de tester un autre format et j'irai, quoi. Mais pour l'instant, ça me plaît et j'ai des bons retours. Magnifique. Très bien. On n'a pas parlé trop de Job School. C'est quoi le projet? C'est comment tu arrives à jongler entre ça et enfin Richmaker, quoi? Bah, c'est vrai que tout le monde m'avait dit de surtout, on m'a dit: «Il y a un travers du first time founder, c'est que tu vas avoir envie de te disperser». Alors en plus, moi, c'est dans ma personnalité, donc c'était double peine. OK. Heu, en gros, Job School, il s'est imposé à moi et j'avais tellement envie de le faire que je pouvais pas faire autrement. Si tu veux, je donne des je t'ai parlé de mon attrait pour l'éducation. De base, je voulais être prof Prof, et ouais. ce truc-là, chasse le naturel, il revient au galop. Quand je suis arrivée dans le monde du travail, bah, je voulais être manager parce que je voulais transmettre et puis, bah, dès que j'ai été un bon manager, dès que j'ai pas mal managé, je me suis dit: «Je veux être formateur» et voilà, OK. ce truc-là m'a jamais quittée et il se trouve que, je suis devenue prof dans une école qui s'appelle Modspé Paris et que j'ai commencé à accompagner de plus en plus d'étudiants. J'en accompagnais déjà, mais un peu au compte-gouttes, tu vois? La fille d'une amie de ma mère, OK. des gens qui veulent partir à New York faire un stage et qui m'écrivent et j'avais toujours eu le goût de suivre leur parcours et de les booster et en fait, avec le covid, il y a plein de jeunes que j'étais en train de caser à New York dans des stages et en fait, bah, ils se retrouvent sur le carreau, quoi. Les visas tombent à Ouais. l'eau et en fait, je me dis: «Comment je vais faire pour les aider le plus vite possible?» En fait, j'ai fait tourner leur CV et ça a trop bien marché. Ça a trop bien marché, non seulement parce qu'ils ont trouvé, très rapidement, mais aussi, surtout, ils m'ont dit: «En fait, ça nous fait du bien parce que c'est des jeunes qui étaient fatigués de postuler, qui avaient pas de réponse. En fait, ils me disent: «Nous, de voir un post avec plein de commentaires, c'est leur preuve sociale à eux, en fait». Ils m'ont dit: «Mais en fait, Tu ça nous a m'étonnes. donné trop de courage et on est digne d'intérêt. En fait, il y a des gens qui me regardent, j'ai un mini impact, et ça m'a fait trop de bien» et en fait, je voyais qu'ils avaient du soleil dans le regard et je me suis dit: «Ah, il faut que il y a un truc à faire avec ça, déjà pour les rebooster. La clé du succès, c'est le mindset» et en fait, ils m'ont envoyé des potes et puis les gens ont commencé à le voir, à m'écrire par eux-mêmes et en fait, je me suis un peu laissée dépasser par ça. J'ai très mal joué parce qu'au bout de 3 semaines, le planning était plein jusqu'en avril. Waouh. Je fais 2 diffusions par semaine et en fait, j'avais fait un calendly et le truc, plein C'est jusqu'en rempli. avril. Ouais. Ça s'est rempli et là, bah, là, c'est l'épée de Damoclès parce que, si tu veux, je me suis dit: «Bah, je me suis emballée, j'ai fait ça trop vite» et là, je reçois des centaines de CV par semaine et je suis obligée de dire non à tout le monde et en fait, je crée de la Ouais. frustration et c'est des jeunes qui m'écrivent en disant: «Il y a de la place» et je suis obligée de leur dire non et en plus, ça me prend un temps fou de leur dire non et je culpabilise. Du coup, je me dis: «OK, qu'est-ce que je vais faire avec ça?» et en fait, à côté de ça Automatisé. Heu, oui, mais c'est en fait, ce qui me Ça fait du part du mal à ce sens, en moment-là, fait. c'est que je me dis: comment je peux faire pour les aider?» et là, je me dis: «Je mets mal mon temps à profit» parce qu'en fait, je prends beaucoup de temps pour leur dire non et ça me fait pas plaisir. Je Mmh. suis pas contente, c'est pas ce que je voulais faire et en gros, à ce moment-là, il y a des marques qui commencent à m'approcher, des cabinets de recrutement, tout ça et qui me disent: «On a envie de travailler avec toi». L'audience les appelait, mais eux, ils me proposaient de la valeur en échange, notamment un mec qui fait partie d'une plateforme vidéo et qui me dit: «Moi, en fait, je pourrais proposer des CV vidéo». Il y a un très bon taux de conversion sur les CV vidéo. C'est un exercice difficile, mais on se rend compte que ça fonctionne, Ouais. pour sortir du Mmh. lot en tout cas et du coup, je dis: «Ah, c'est intéressant» et je lui dis: «En fait, toi, tu veux de la visibilité. Moi, je veux aider les étudiants à sortir du lot. On va faire un concours et en fait, je vais leur expliquer déjà prendre de CV parce que le planning est plein et je vais leur dire que je peux quand même faire un peu plus. Je peux dégager, 3 heures par semaine, pour faire bon, au final 5 heures par semaine, mais on va sélectionner 5 profils et on va les aider à trouver de l'emploi et moi, en fait, les supports, je vais les mettre à destination de tous ceux qui ont postulé. Comme ça, il y a pas de perdant dans le concours et tout le monde reçoit, en fait, les supports, même s'ils ont pas le coaching personnalisé. Et le mec me dit: «Bah, vas-y, go, c'est une super idée». On crée le concours. On a un très bon retour. On a eu des centaines de CV. Et, heu, et en fait, à ce moment-là, tu vois, j'avais peur de faire cette formation. Et en fait, à ce moment-là, j'ai 2 semaines pour enregistrer une formation.
Parce que tout simplement, je me suis engagée auprès des étudiants à leur donner des supports et j'ai pris au final, j'ai fait tout ça sur pratiquement 6 heures. J'ai pris un week-end et j'ai enregistré cette formation, et Job School est né puisque je me suis dit: «En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais la bêta tester auprès de tous ceux qui ont gagné le concours, qui vont être mon premier pool, en fait, de testeurs» et ça a Mm. super bien marché parce que du coup, là, il y a 150, personnes qui ont reçu la formation gratuitement et qui m'ont permis de vraiment considérablement l'améliorer. J'avais fait des erreurs, il y avait des problèmes techniques, il y avait des redites, il y avait des choses qui manquaient et ils m'ont aussi dit: «Cette partie-là, elle me plaît», donc j'ai creusé et en fait, voilà, j'ai passé peut-être 10 heures à recalibrer et maintenant, c'est une formation payante qui me fournira certainement à terme un revenu passif et qui surtout va me permettre de peut-être faire des workshops en école et ça me plairait beaucoup. Donc voilà. C'est une formation pour faire quoi exactement? C'est une formation à l'emploi. En fait, ce que mon postulat, c'est de dire aujourd'hui, un recruteur, il reçoit 1000 CV. Il suffit plus d'avoir un bon CV. Il faut utiliser les Sortir du lot. techniques d'outbound pour te faire remarquer et en fait, rien lâcher, quoi. Donc c'est à la fois une formation motivationnelle où je leur dis: «Bah, voilà, si vous avez pas de réponse, c'est un très bon signal, c'est qu'il faut continuer, il faut y aller à fond. Ce poste, il est pour vous». Et en fait, voilà, la culture, honnêtement, c'est hallucinant, Henri. J'ai des très bons retours là-dessus, des gens qui me Tu disent, bah, en m'étonnes. fait, je suis plus un loser. En fait, tu as raison, ça arrive à tout le monde et ça m'a, Mm. ça m'a reboosté. En fait, Surtout dans le contexte actuel en plus. C'est voilà. galère de trouver un job. Ouais. Et exactement. Et la deuxième partie, elle est 100% concrète et pragmatique. Et c'est comme ça que je vends la formation. C'est en fait, je les forme à devenir des business développeurs d'eux-mêmes. Et je leur dis, en fait, je vous forme à l'outbound et je vous explique comment est-ce que on va automatiser des envois sur LinkedIn. Comment est-ce que tu optimises ton profil pour qu'il y ait les bons mots-clés, pour que tu puisses ressortir un maximum dans les résultats de recherche. Comment toi, tu vas commencer à créer du contenu pour montrer aux recruteurs que tu es passionné vraiment par ce que tu fais, que tu fais le extra mile et que Mm. du coup, en fait, voilà, Mm, mm. je te passe les détails, mais l'idée, c'est de rendre ta candidature irrésistible et de faire le petit plus auquel personne ne pense. Et tu vois, par exemple, les relances, alors on dit tout le monde relance une fois. En fait, aujourd'hui, relancer une fois, du coup, c'est la norme. Donc, vous allez relancer 3 fois. Et voilà un Ouais. template pour organiser vos relances. Tu penses que tu vas réussir à jongler entre les deux parce que c'est un travail de ouf, hein. C'est un travail full-time. Je parle entre Richmaker et Job School, quoi. Tu vas continuer à faire les deux en parallèle? Honnêtement, moi, je me soucie pas des problèmes tant qu'ils sont pas arrivés. Et Ok. pour Ah, l'instant, moi, magnifique. en fait, ce projet, il me rend trop heureuse. Donc, j'ai bien fait de le faire. Peut-être que j'ai dormi un petit peu moins que les autres, mais en fait, je pouvais pas dormir si je le faisais pas. Donc, voilà. Tu On m'étonnes. verra où ça mène. Moi, j'aime trop les surprises. T'as vu à quoi ressemble mon CV? Moi, j'ai un CV atypique, hein, pour le coup. Donc, mais voilà, j'ai eu plein de surprises. Je me laisse la liberté. Encore une fois, hein, je me considère comme une privilégiée. J'ai une carrière de kiffeuse. J'ai toujours fait des trucs qui m'ont fait battre le cœur, quoi. Et le moment où j'ai plus de passion, je laisserai tomber le projet et j'aurai pas de regrets du coup parce que ça m'aura rendue heureuse. C'est qui les personnes qui t'inspirent aujourd'hui? Les personnes qui m'inspirent, ah là là, T'es pas obligé de répondre, peut-être personne? Stéphane Mirandel? moi j'aime, Grégoire, mais en fait, j'arrive pas à prononcer son nom de famille parce que je suis dyslexique et là, je sais que c'est Gambarato ou Gambato, Oh, Gambato. mais je Ouais. m'excuse, d'écorcher c'est quoi? Gambato, je pense, ouais. Gambato. Ouais. Grégoire Gambato, il m'inspire beaucoup. Moi, je crois beaucoup aux anti-héros, ça me parle et j'aime son discours sur l'échec, qui est un discours plein Mm. de résilience. Donc ça fait caisse de résonance chez moi fois 1000 et ça me parle et j'aime beaucoup cette mentalité. Moi, je dis toujours aux étudiants: «Vous êtes invincibles, en fait, parce que l'échec, c'est un Mm. apprentissage. À partir Mm. du moment où vous vous dites: "L'échec, c'est un apprentissage", vous êtes invincibles». Il y a plus d'échecs, ça n'existe pas et voilà, Grégoire, moi, cet anti-héros, il me plaît. Je trouve qu'il apporte beaucoup de bienveillance, dans le secteur et je suis très heureuse qu'on ait enfin des gens comme ça qui soient mis en avant, pour, décomplexer et inculquer, insuffler, en fait, cette mentalité de: «Essayez, c'est pas grave et Ouais. surtout, pitié, essayez de vous en foutre. C'est pas grave ce que pensent les autres, faites-le. Vivez pour Ok. vous». Ouais, ouais. Tu lis, comment tu consommes des informations?
Alors moi, je suis une grosse fan de Audible. En fait, je passe tellement de temps à l'ordinateur, je comprends pas. Henri, je comprends pas Ok. comment je porte pas des lunettes double foyer parce que je passe mais vraiment 20 heures par jour devant l'ordi. Je consomme énormément de bouquins audio. Je suis et audio parfois aussi. Il faut varier les Ok. plaisirs. J'écoute beaucoup de podcasts et j'écoute beaucoup de livres audio en ce moment. Je lis Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle. Parce que aussi, voilà, moi je lis pas que des bouquins de marketing. J'ai découvert que ça me formatait un peu la pensée et ça me faisait Ouais. penser comme tout le monde, ce qui avait tendance à m'énerver. Du coup, pour vaincre la pensée unique, je lis plein de bouquins out of the box, parfois des romances, des trucs d'ado. Ouais. Honnêtement, je lis plein de trucs. Mon avant-dernier bouquin, j'ai un peu honte, ça fait illettré de dire ça, mais c'était un bouquin pour arrêter de fumer. Et puis là, je lis Eckhart Tolle. C'est un bouquin un peu ésotérique sur ta capacité à vivre pour toi, à te recentrer sur toi, à être plus heureux, plus épanoui. Et puis, je lis des bouquins sur la PNL aussi. J'adore la programmation neurolinguistique. Ouais. Alors ça, j'adore à fond. Ça me parle. Tony Robbins. Ouais. L'auto-hypnose, voilà. Je lis Ok. plein de. Je peux pas catégoriser, on va dire développement personnel. Forcément, ça me Mm, botte, mais voilà, les formats audio à fond, des parcours d'entrepreneurs évidemment, et tout ce qui est marketing d'acquisition, faire baisser ses coups d'ac, des trucs ultra pragmatiques aussi, ça me parle. Ok. C'est quoi tes futurs projets du coup, d'ailleurs, pour un peu finir sur tout ça? Mes futurs projets, j'aimerais bien partir en vacances au ski. Donc, j'ai hâte de. Non, en vrai, mes projets, là, j'ai une proposition alléchante de venir contribuer à une résidence d'entrepreneur au Costa Rica pour cet hiver. J'ai rencontré des mecs ultra stimulants qui me parlent bien et qui font plein de choses. Et j'ai envie d'aller les rejoindre cet hiver. Donc, en fait, moi, j'attends un peu le feu vert de mes projets pro pour me dire, OK, il n'y a rien de, tu vois, je donne des cours. Donc, je vais essayer de voir quand est-ce que je peux partir. Mais ouais, j'ai envie de tester l'expérience digital nomade. Je pense que c'est mon Cool. prochain projet et que ça va me faire beaucoup de bien. Et ton CTO, il est d'accord? Mon CTO, de toute façon, on est à distance avec mon CTO. On Ah vit ouais. une relation Ok. épistolaire et numérique parce que il est en banlieue et il n'a pas du tout la même vie que moi. Et ça, j'adore Ok. aussi. Mon CTO, il a pratiquement le même âge que moi, mais il a 3 enfants, dont un qui est ado. Et il vit en banlieue. Et tu vois, lui, c'est un mec très zen et moi, je suis une agitée de la ville. Et ça marche très bien. En fait, ça marche très bien comme ça. On se marche jamais sur les pattes. Ouais. On se parle tout le Positif, temps. On est à négatif. distance. Ouais. Ouais, ouais. Bah, du coup, qui est négatif? Non, non, c'est C'est la vérité, hein. euh, en tout cas, et ça aussi, c'est pour ça. Je te dis, j'ai choisi aussi Anthony pour ça. C'est que tous les deux, on se laisse masse de liberté, quoi. Ok. Le Très bien. premier KPI, c'est le plaisir. C'est intéressant. Comment les gens peuvent suivre ton activité du coup? Bah, sur LinkedIn à fond, hein. Honnêtement, Ok. quand tu fais de Que l'organique, LinkedIn? c'est le nerf de la guerre. Moi, alors, j'ai commencé mon YouTube, mais on peut pas dire que je crève l'écran. On a dit que pour être bon quelque part, fallait faire 1000 vidéos. Donc là, il m'en reste 998. Mais voilà, j'ai lancé un petit YouTube juste parce que je veux pérenniser les contenus et offrir plus de visibilité à mes invités. Mais Ok. non, c'est vraiment sur LinkedIn. Je suis branchée à fond et c'est là où il y a un peu tout mon cœur d'activité. Ok. Et est-ce que tu cherches quelque chose en particulier pour Richmaker aujourd'hui, que tu peux profiter de cette interview pour en parler? J'en sais rien, pour embaucher quelqu'un, pour lever des fonds. Tu as parlé de VC tout à l'heure. Ouais, alors moi les VC, j'aime bien discuter avec eux parce que en fait c'est une excellente synergie pour moi puisque j'ai pas du tout un background éco, finance. Moi j'ai découvert tout ça vraiment sur le tard et quand je te dis sur le Ok. tard, c'est que je suis un dinosaure de l'entrepreneuriat parce que moi j'ai commencé à 30 ans, j'ai l'impression d'être la plus vieille entrepreneur. Mais je sais que les VC ils m'apportent euh, la pensée globale que Ok. j'ai pas forcément. Et tu vois, Hmm. quand je parle au VC, ils me disent ah mais en fait ce marché il est tout petit. Et je suis là ah oui moi comme en fait c'est
comme moi, je suis dans ce milieu-là. J'ai l'impression que tout le monde autour de moi est comme ça. Il Mm. m'apporte beaucoup de recul, mais je cherche pas. Non, nous, on veut bootstrap à fond. Ce que le podcast peut m'apporter, c'est peut-être de nouvelles marques qui ont envie de faire des partenariats et d'écrire des belles histoires pour demain et qui Ok, soit sont fragilisés par le Covid, soit croient vraiment en la croissance par le partenariat et ont ok, envie de faire des belles choses avec moi. très bien. Tu as moins qu'une minute parce qu'on sera coupé pour dire le mot de la fin. Ça me met une pression dingue. Exactement. Moins de 1 minute pour le mot de la fin. Bah, merci beaucoup, Henri, de m'avoir reçu. Avec Et grand plaisir. comme je disais ce matin à un autre podcast, ça fait du bien ces moments-là parce que tu es tellement dans l'opérationnel de ton produit que parfois tu oublies de parler, de prendre un petit peu de recul sur ce que tu fais. Donc, D'échanger avec les gens. c'est des échanges. On parlait de feedback, bah, c'est des échanges hyper constructifs. Très bien. Merci Caroline. Merci à Merci à toi. toi.